Est-ce que c'est vraiment une prise de position de dire à des enfants de protéger la biodiversité à l'école directement? Est-ce que c'est ça, il n'y a pas de neutralité à parler de biodiversité à des enfants, quoi? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Vous parlez sur quel plan? Mais il y avait un truc sur la neutralité à l'école. Oui. Et que le sujet de la biodiversité, de la protection de l'environnement, c'était pas neutre. Non, bah non, c'est pas neutre, c'est sûr. Mais en fait, cette question de la neutralité, elle est assez compliquée à travailler puisqu'il y a beaucoup d'échelles différentes et de niveaux différents. Vous voyez, en fait, déjà d'une, il y a la question de finalement, est-ce que l'école devrait avoir ou pas ces objets-là dans leur curriculum? Bon, j'ai essayé de le montrer rapidement, mais il faudrait passer un temps assez conséquent pour expliquer pourquoi, par exemple, en philosophie de l'éducation, on va décider que certaines valeurs vont être au programme et puis quelque part elles y ont leur place et d'autres non. Vous voyez, donc c'est pas neutre. Déjà, un curriculum n'est pas neutre. Il y a des choix qui sont faits, qui sont liés au fonctionnement de la démocratie et peut-être des valeurs qu'on estime importantes pour permettre à cette démocratie de fonctionner. Alors après, la question de la neutralité, ça peut être l'enseignant est censé avoir une neutralité. Il est censé enseigner des savoirs qui sont identifiés. Alors ces questions-là, vous comprenez bien qu'elles viennent les chambouler, puisque ils ont certainement une posture qui est la leur en tant que citoyen. Par exemple, moi, j'ai ma posture en tant que citoyenne. Quand je forme à ces questions-là, je n'ai pas tout à fait la même posture. Mais vous voyez, donc il y a ce plan-là de la neutralité. Est-ce que être neutre, c'est s'abstenir, ou est-ce que ça veut dire faire la part entre peut-être donner son opinion ou bien présenter finalement un état de la controverse? Vous voyez, il y a différents types de neutralité. Et puis après, il y a quel engagement on vise pour les élèves. Et là, c'est aussi problématique. On peut avoir discussion. Est-ce que finalement, enfin, c'est pas tant sur la visée, mais sur les moyens finalement qu'on met en œuvre. Comment est-ce qu'on va former à ces questions-là? Par exemple, je me souviens d'un manuel où il y avait 3 images. Non, il y avait une image. Il y avait une tortue qui était prise dans un filet. Et il y avait 3 questions. C'était pour des CM1, CM2. Quel est cet animal pris au piège? Bon, une tortue. Que va-t-il lui arriver? On se doute bien qu'elle ne risque pas d'aller très bien. Et dans quoi est-elle prise et à qui appartient ce filet? Et donc, les pêcheurs, du coup, étaient les méchants. Et puis, bon, même s'il y a des raisons, hein, il ne s'agit pas de discuter de l'impact de la pêche sur la biodiversité marine. Et derrière la page suivante, il y avait une présentation d'une association qui était WWF. Donc, vous voyez, en fait, ce n'est pas tant le fond que la manière d'approcher les choses. En analyse, on va parler d'une différence entre des visées de faire adhérer à un discours qui, pour nous, relève plutôt finalement d'une forme plutôt de pratique idéologique, on va dire, plutôt que de chercher en fait à faire comprendre des enjeux, à faire construire des savoirs, quitte à prendre le risque à ce que finalement l'élève, au final, ne pense pas comme on voudrait qu'il pense. Je ne sais pas si je réponds. Est-ce que vous pourriez réagir à cet objectif de neutralité dans l'enseignement? On en parlait aussi par rapport aux chercheurs. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense qu'Hervé serait plus pertinent que moi pour répondre à cette question-là. Moi, c'est plus un... Dans ma vision des choses, il n'y a pas de... on ne peut pas être neutre. Pour répondre à la question, en fait, aucun cursus n'est neutre, aucun cursus n'est... Et en fait, on peut même considérer la majeure partie des cursus et des connaissances comme étant de l'activisme, mais pour une vision plus normative, plus acceptée. On peut considérer toute la recherche scientifique d'aujourd'hui comme étant du militantisme, mais pour la production scientifique productiviste et très technosolutionniste, dans un sens. Donc, pour moi, la neutralité, elle n'existe pas, elle ne peut pas exister. Et du coup, ce qui est important, c'est de prendre conscience de d'où on vient, donc point de vue situé, et ce que Hervé essayait de faire dans sa première diapo. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'effectivement, strictement rien n'est neutre. Par exemple, enseigner aux enfants à lire, à écrire,
c'est pas du tout neutre. On a choisi de renseigner ça plutôt d'enseigner autre chose. On aurait tout à fait pu enseigner à apprendre à suivre la trace des animaux ou à être capable de cultiver les plantes. Je veux dire, c'est un choix absolument pas neutre que l'on fait. Donc ce qui est vraiment important, c'est d'identifier ce qui n'est pas neutre, aussi bien dans l'enseignement que dans la recherche, et y ouvrir au débat, mais pas chercher à adopter une position neutre. En tant que scientifique, on va pas être neutre, on va dire j'essaye de trouver une expérience qui va supporter ou réfuter telle idée. Mais c'est pas neutre de faire ça, c'est juste on a des apports supplémentaires et on se confronte au réel pour ne pas être complètement dans le domaine de l'opinion et du relativisme, mais il y aura toujours une part de non-neutralité dans tout ça. Et il faut vraiment en avoir conscience. Je pense que c'est la seule manière de bien aborder la question. Je pourrais essayer. Je me demandais, Carole, donc tu as parlé beaucoup des élèves et des petits en particulier, avec des exemples notamment sur le serpent. Évidemment, la question qu'on se pose aussi, c'est les étudiantes et étudiants. Qu'est-ce que ça change de tous les mécanismes que tu nous as expliqués sur ces obstacles, travailler avec les représentations, la posture de l'enseignant ou de l'enseignante? Les mêmes questions se posent à l'université finalement. Et donc, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu ajouterais par rapport à ce que tu as présenté pour situer aussi ces questionnements dans le contexte universitaire, ou ce que tu disais aussi sur ou ce qui était dit également avant, sur l'hyperspécialisation des savoirs, les savoirs experts, qui déconnectent d'une pensée généraliste, et donc peut-être la difficulté pour des personnes expertes dans un domaine de se sentir légitimes, de tirer tous les fils. Voilà. Merci. Alors, il y a deux choses, et je pense qu'on va pouvoir interagir sur les réponses. Sur les étudiants, ce qui est intéressant, par exemple, en ce moment, dans le cadre du projet Forest, que vous connaissez, on mène des expérimentations de formation sur les transitions des territoires, des socio-écosystèmes forestiers, et puis de la biodiversité un peu urbaine. Et donc, je déambule, en fait, sur des endroits avec des étudiants, et donc, après, ils doivent proposer un projet de transition, et donc je me sers de ça. Ils doivent donner aussi des explications pour analyser leur représentation. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve des choses qu'on peut avoir des fois chez des élèves de maternelle. Par exemple, j'ai des étudiants qui voient des grenouilles, ils vont me dire « Ah, ça c'est dégoûtant, je ne m'approche pas ». Vous voyez ? Mais par rapport à ce qui est différent, on a bien sûr des connaissances qui ont été construites dans la scolarité, finalement, qu'on a moins chez les jeunes élèves. On a des étudiants qui vont nous parler de l'importance de la biodiversité, qui vont nous parler des réseaux alimentaires, qui vont nous parler de paysages, etc., etc. Néanmoins, quand ils sont sur le projet de transition, ils sont quand même, les étudiants du Mirail, donc c'est contextualisé, dans des logiques aussi qui sont les leurs à ce moment-là, c'est-à-dire le bien-être étudiant, donc avoir aussi un endroit, des espaces qui leur permettent de vivre bien sur ce campus, d'avoir des activités culturelles, d'avoir aussi quelque chose qui esthétiquement est joli, indépendamment de la question de l'importance, on va dire, d'un végétal par rapport au sol de l'université qui est affreusement pauvre. Enfin, on a ce genre de représentations qui sont quand même plus, je dirais, plus ouvertes, mais où on retrouve quand même certaines idées qu'on a déjà chez les petits. L'idée de c'est beau, voilà, l'idée de les insectes c'est dégoûtant. Enfin, on a des choses comme ça qui reviennent sur cette idée-là. Et par contre, sur l'histoire de la généralisation, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant cette piste-là. Le problème, c'est de tenir les deux en fait, d'arriver à se dire il faut avoir une compréhension du problème dans sa généralité, mais il ne faut pas non plus que ce soit dilué. Les savoirs, ils doivent être là aussi, et donc on a besoin de pensée experte, et c'est du coup comment est-ce qu'on fait pour tenir les deux.
Enfin, moi, ça, c'est une question qui m'intéresse énormément et pour laquelle j'ai pas de réponse. Peut-être que mes collègues... Parce que finalement, quand on est généraliste comme ça, on se sent pas plus légitime, hein, parfois, pour justement prendre en charge ces questions-là. D'abord, je pense que je peux témoigner pour Stéphane et moi. Je pense qu'on ne se sent pas du tout légitime d'intervenir ce soir. Parce que justement, on est spécialiste de questions qui sont vraiment qu'une infime partie de ce qu'on a présenté ce soir. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé chez les scientifiques depuis une quinzaine d'années, que je me suis engagé dans la protection de la biodiversité et du climat, c'est en fait l'ignorance des scientifiques. C'est-à-dire qu'ils maîtrisaient très bien leur domaine de recherche, mais dès qu'on essayait de prendre des questions globales, alors il y a toujours des exceptions, mais dans l'immense majorité des cas, ils avaient des arguments et des connaissances d'une simplicité vraiment effarante. Et j'aurais même tendance à dire, en général, inférieure à la moyenne des gens que je peux rencontrer à l'extérieur du monde scientifique. Donc, et d'un autre côté, je les comprends entièrement, parce que j'ai moi-même été dans ce cas-là, parce que pendant longtemps, j'ai été spécialiste, et depuis 15 ans, j'ai découvert une quantité de domaines de savoir que j'ignorais complètement. Je me demande vraiment si il est possible de continuer à garder, si ça a vraiment une pertinence, un savoir expert aussi avancé que l'on a maintenant, avec des dizaines d'années d'études pour arriver à devenir compétent sur un domaine. Et je pense que on cache cette impossibilité en parlant abondamment d'interdisciplinarité, de pluridisciplinarité, de transdisciplinarité, mais en pratique, ça fait depuis des décennies qu'on en parle. L'université de Vincennes a été fondée pour ça dans les années 60. Donc, je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Et en pratique, on n'y arrive pas. Et il y a même de nombreux exemples de tentatives d'interdisciplinarité qui, en fait, donnent naissance à une nouvelle discipline. Où les gens vont se spécialiser, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment se poser fondamentalement la question, où est-ce qu'on arrête la précision du savoir? Où est-ce qu'on arrête de voir plus comprendre, de voir mieux interroger le vivant? Aussi bien, en grande partie pour la question de la transmission du savoir. Alors, bien sûr, c'est utopique d'imaginer que le savoir va être transmis à toute l'humanité, mais à l'inverse, de ne pas du tout se poser la question de où est-ce que va le savoir qu'on produit, combien de personnes le maîtrisent réellement, je pense que c'est vraiment une question qu'on doit se poser fondamentalement. Alors moi, déjà, pour essayer de revenir à mon hyperspécialisation, justement, ce que Hervé vient de dire, c'est une théorie en évolution qui s'appelle le compromis entre spécialiste et généraliste. Et qu'en évolution, on considère qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. Donc on est très spécialisé de quelque chose, où justement on se généralise, mais au détriment de certains domaines, comme la capacité de vivre dans différents environnements, ou notre capacité à appréhender une diversité de sujets. Donc bon, ça c'était juste pour essayer de revenir à ma spécialisation, pour m'en écarter totalement, pour le coup, et parler de choses que je maîtrise absolument pas. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, un sentiment plus qu'autre chose, et donc c'est plus une question pour toi et pour vous d'ailleurs, que j'ai eu, c'est que au contraire, les jeunes publics vont être, au contraire des adultes, vont être beaucoup plus ouverts dans leur représentation et dans leur... donc moi, ce que j'essaye d'apporter, c'est une sensibilité pour des petites bêtes qu'on ne voit pas à l'œil nu, ou tout juste, et où la seule représentation qu'ils peuvent avoir les scolaires de ces petites bêtes, ça vient du méchant dans Bob l'éponge, le cyclope dans Bob l'éponge, pour ceux qui connaissent. Mais la majeure partie connaissent quand même pas. Et donc du coup, et en fait, moi je les ai trouvés beaucoup plus ouverts, beaucoup plus imaginatifs, etc., que des publics adultes qui vont être très contraints dans des systèmes de croyances, dans des systèmes avec
des termes qu'ils auront utilisés, qui sont des termes qui viennent de la littérature scientifique, du discours scientifique, en tout cas tel qu'il est médiatisé, de services écosystémiques, ou plein de choses comme ça, et qui vont en fait contraindre la pensée et contraindre l'imaginaire. Donc je sais pas, moi j'ai plutôt le sentiment inverse de ce que tu disais, mais je sais pas si tu veux revenir là-dessus. En fait, quand j'ai pas non plus, c'est plus une pensée là aussi comme toi, mais les élèves ils sont ouverts, c'est pas ce que je voulais dire. Et effectivement, en fait, le problème des représentations et surtout de certaines idées qui peuvent fonctionner comme des obstacles, il ne s'agit pas déjà de leur donner un statut négatif, puisqu'elles sont l'appui aussi, elles permettent la pensée et puis elles sont aussi ce sur quoi on va s'appuyer pour faire apprendre. Mais si en fait on les travaille pas, ces idées-là, elles s'installent. Elles deviennent plus fortes, elles deviennent aussi... disons que vous disiez tout à l'heure, voilà, l'esprit humain, il travaille un peu en mode économie d'énergie. Chez nous, les didacticiens, ils disent à peu près la même chose finalement. Le cerveau n'aime pas la déstabilisation. Donc finalement, au fur et à mesure des années, il va plutôt faire des compromis. Il va prendre... C'est comme quand on va... les études ont montré, par exemple, quand on va chercher des informations sur une problématique qui nous intéresse, on a tendance à privilégier les informations qui viennent confirmer ce qu'on pense déjà. Donc, on va faire des petits compromis, des petits accommodements, mais en fait, tout ça vient renforcer. Et je pense que du coup, c'est peut-être pour ça, alors c'est une explication, c'est peut-être pas la seule, mais ça vient renforcer et du coup, ça devient plus compliqué ensuite, peut-être, à ouvrir, comme tu le disais. Oui, sur ces questions un peu de représentation, mais aussi de où est-ce qu'on arrête nos recherches et jusqu'où on va, ça me semblait important de parler de quelque chose que je vois un peu de partout régulièrement réapparaître, et aussi dans le dernier livre de Corinne Morel-Darleux, je vais y arriver, cette idée qu'on va quand même pas détruire tout plein d'espaces où on n'a pas encore répertorié tous les vivants qui y vivent, donc le fond des océans. Et je trouve que c'est une représentation qui est très problématique, qui est très anthropocentrée, et qui pourtant réapparaît très régulièrement et un peu de partout, et depuis des personnes qui pensent pourtant toutes ces questions-là. Donc voilà, c'est une question un peu ouverte. Merci. Qui se lance? Je vais me lancer très brièvement. Je ne sais pas qu'est-ce que j'en pense exactement, mais moi, ça m'inspire une forme de... Enfin, quelque chose qui va dans le sens de l'exploration, mais au final, le colonialisme et l'extractivisme via cet inventaire complet. Est-ce que cette volonté de découvrir des environnements avant qu'ils disparaissent peut permettre de les protéger, ou est-ce qu'au contraire c'est une fuite? Je sais pas exactement ce que je pense de ça. Pourtant j'ai lu le bouquin, mais je vais essayer. Ce à quoi ça me fait penser, c'est l'importance de l'utilitarisme, en fait, dont il a été question plusieurs fois. J'ai été impressionné quand elle indiquait que les enfants disaient « nous, on ne sert à rien ». Cette idée de la connaissance telle qu'on la pratique actuellement, une connaissance objective, qu'on voudrait objective du monde, etc., ça me semble fondamentalement répondre à un désir utilitariste. Et il me semble que la seule manière d'échapper à cet utilitarisme, c'est effectivement de renoncer aux connaissances objectives. Je pense qu'il y a un lien assez étroit, et là je réfléchis en même temps que je parle, entre l'utilitarisme et la recherche d'objectivité, et qu'on n'arrivera jamais à bien protéger la biodiversité si on reste dans cette perspective utilitariste. Voilà, mais c'est pas très clair dans ma tête. Moi, ça me fait penser à une philosophe des sciences qui s'appelle Virginie Maris et qui a essayé de montrer à travers l'histoire, finalement, les différentes relations qu'on peut avoir avec notre environnement.
d'une relation, on va dire, d'émerveillement ou avec un intérêt un peu, je dirais, pour inventorier la nature, à finalement tous les idéaux cartésiens se rendent maîtres et possesseurs, s'en rendent comme maîtres et possesseurs de la nature à notre service, la nature a un réservoir pour l'homme. Et en fait, elle montre, à travers différents types de raisons qu'elle catégorise, des raisons à protéger la biodiversité, des raisons qui sont quand même anthropocentrées, donc utiles à l'homme, et des raisons qui seraient davantage écocentrées. Et donc, elle parle de construire un nouvel type de relation à la nature qui soit éthique, en fait, et qui soit moins anthropocentré. Mais je pense qu'après, pour avoir discuté avec d'autres chercheurs sur la question, par exemple, de l'importance de la dimension économique dans tous les grands sommets de l'ONU sur les décisions de protéger ou pas, certains disent oui, mais en fait, d'avoir cet argument utilitariste, est-ce que ça ne permet pas quand même de protéger certaines choses? Bon, là, j'avoue que personnellement, je ne sais pas quoi y répondre, mais en tous les cas, voilà ce que ça m'a inspiré, votre réflexion que je partage du coup. Il y a une question dans le chat. Alors je vais la dire. Mince. Ouais. Donc la question qui est posée, donc est-ce qu'au vu de l'urgence climatique et de la nécessité d'action, est-ce qu'il ne serait pas préférable de toucher l'ensemble des citoyens sur les émotions et la compassion pour le monde vivant, plus qu'avec la connaissance, qui semble être plus complexe à transmettre? Je peux que être d'accord avec ça, avec la grande question qui est quel type de connaissance et où, quelle façon de l'assimiler permettent de générer des émotions et de l'affect. Et là, moi, je ne peux pas aller plus loin là-dessus, parce que ce n'est pas du tout ma discipline. Mais pour moi, c'est la question centrale. C'est qu'est-ce qu'on doit, en tant que scientifique, qu'est-ce qu'on peut, en tant que scientifique, apporter à la société qui permettent la genèse de ces émotions et de cette envie de vivre avec les autres vivants et de protéger. Je vais rebondir, oui, avec quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, en fait, finalement, on protège, pas forcément parce qu'on connaît bien, mais on protège parce qu'on a appris à aimer. Tu as dit quelque chose comme ça. Et donc, ça revient à la question de cette personne dans le chat. Donc, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Finalement, apprendre à aimer, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va apprendre à aimer quelque chose parce qu'on va avoir de l'empathie? L'empathie chez des élèves, ça ne va pas forcément aller vers, par exemple, de la protection pour autant. Ou est-ce que ça peut être aussi apprendre à aimer, c'est-à-dire parce qu'on va émerveiller, comme quand tu fais observer des élèves la présence en fait de plancton dans un microscope. Pour eux, c'est merveilleux parce que eux, ils s'imaginent que ce qu'ils ne voient pas n'est pas vivant en fait. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que finalement, faire apprendre à aimer, c'est être capable aussi de leur provoquer des eureka en termes de connaissances aussi? Alors finalement, le apprendre à faire aimer, est-ce que c'est pas un ensemble de choses? Moi j'ai une question d'ordre pratico-pratique à nos deux chercheurs là, qui est quelles incitations vous avez aujourd'hui pour communiquer au grand public vos résultats de travaux de recherche? Vous avez des incitations pour publier dans des résultats scientifiques, dans des revues scientifiques, des résultats qui sont technologiques pour des scientifiques, pour d'autres scientifiques. Mais quelles incitations vous avez à communiquer avec le grand public et donc à transmettre les enjeux un peu sous-jacents, pas seulement le contenu technique de vos recherches? Allez, moi j'ai l'impression que ça bouge un peu. Pas beaucoup. Il y a très clairement très peu d'incitations
à faire autre chose que de la publication scientifique. Ou en tout cas pas assez à mon sens. Mais j'ai quand même le sentiment que ça bouge un petit peu. On voit de plus en plus... mais je ne sais pas si l'incitation au niveau carriéral, je ne sais pas comment on dit ça, est ce qu'il y a de plus important. Par contre, au niveau sociétal, là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent. Sur la volonté de se replacer dans une société, de replacer un discours qui soit crédible, qui soit entendable. Là, pour moi, il y a une grosse incitation qui est bien plus grande que celle qui peut arriver par une simple valorisation de carrière, où là pour le coup, c'est pas néant, mais c'est pas loin. Il vaut bien mieux passer son temps à publier des articles scientifiques que de faire de la vulgarisation, ça c'est certain. Mais à l'échelle sociétale, moi j'ai vraiment l'impression que ça change. Donc je suis d'accord avec Stéphane a dit. Moi, je voudrais plus porter un témoignage sur le fait que, même si on a envie de le faire, en fait, en pratique, on n'a jamais assez de temps pour parler de vraiment notre travail de recherche. On va parler de généralité de notre domaine. Donc, moi, je suis évolutionniste, donc je vais parler d'évolution en général, mais quasiment pas de mon domaine d'expertise, parce que il me faudrait beaucoup trop de temps pour pouvoir en parler. Souvent, les gens ne connaissent même pas les animaux sur lesquels je travaille, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment une difficulté aussi pour motiver les chercheurs. C'est qu'en fait, il y a un tel gap entre le niveau de connaissance de la plupart des gens et il y a la complexité du savoir, la spécialisation du savoir qu'on développe. Et ça en est même au point qu'à l'intérieur même d'unités de recherche, on peut avoir du mal à communiquer. Personnellement, je suis plus évolutionniste, l'unité dans laquelle on travaille est plus écologue, et la communication n'est pas toujours facile. Déjà même entre scientifiques. Donc, de nouveau, je me demande quel est réellement le sens qu'on veut donner à cette ouverture vers le public. Qu'est-ce qu'on veut réellement transmettre? Ou est-ce que ce n'est pas juste une image que l'on veut donner, que l'on est ouvert à la société, mais qu'en pratique, ça ne peut pas se faire? Alors je rejoins mes deux collègues sur l'impact, en sciences humaines et sociales, sur l'impact sur la carrière. Enfin, c'est pareil, c'est anecdotique et la problématique du temps. Alors après, en sciences quand même, nous dans notre partie, on est quand même beaucoup plus. On nous propose quand même, en tous les cas, des façons de communiquer avec le grand public, de vulgariser de façon peut-être plus privilégiée que dans les disciplines scientifiques traditionnelles. On a des opportunités, donc si les chercheurs souhaitent le faire, il y a toujours ces problématiques de temps, etc. Et puis effectivement, pour la carrière, c'est quelque chose qui compte peu. Néanmoins, le fait de le faire aussi, finalement, pour des chercheurs, c'est une façon, quelque part aussi, de s'engager, d'aller communiquer avec le grand public, ce qui n'est pas toujours évident, parce que, en fait, ce qu'on commence à dire mes collègues, c'est pas si facile que ça de parler simplement de ce qu'on fait. Alors, mais c'est bien aussi, en fait, parce que ça nous met un petit coup de pied au derrière, quand même. Dire comment est-ce qu'on fait pour énoncer clairement, simplement, les choses. A priori, en théorie, c'est faisable quand on a bien compris ce qu'on fait. Donc peut-être qu'on n'a pas encore bien compris ce qu'on fait. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui se développe et qui, je pense, est important pour abaisser des barrières qui n'existent pas à part dans nos têtes, entre des publics éclairés ou pas. Oui, bonjour. Je veux dire qu'on retrouve en sciences de l'éducation le même problème qu'en recherche, à savoir le réductionnisme. Et par exemple, l'exemple avec l'Instit là, qui parle de biodiversité, de la chaîne trophique avec le renard, etc. C'est le même problème que l'hyperspécialisation des chercheurs, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout contextualisé
le cadre dans lequel il va parler de biodiversité. Or, le cadre actuel de la biodiversité, ça devrait être l'éducation aux limites planétaires, à l'anthropocène. Voilà. Donc j'enseigne aussi en INSPE. Pour moi, d'abord, il doit être fait, aujourd'hui, c'est l'éducation à l'anthropocène, au technocène, au capitalocène, tout ce qu'on veut, à la catastrophe en cours. Ça doit être le sens global de tout ce qu'on va faire ensuite en biodiversité, en apprentissage du changement climatique, des sciences de la vie, etc. Et dire aux élèves, on est dans la catastrophe, on est vraiment dans la merde, et on va vraiment compter sur vous. Et je veux dire, là, il n'y a plus de question de neutralité, c'est une question de survie pour vous, la génération qui vient, la question de survie de nos sociétés, etc. Et là, tout prend sens. Et après, oui, on peut dérouler. Donc, il faut, à un moment, oui, passer par cette phase très généraliste, hyper généraliste, qui donne sens à tout le reste. Faute de ça, oui, on enseigne des savoirs qui sont parcellisés, réduits à la biodiversité, c'est la chaîne trophique, le truc phylogénétique, le déchet dans un coin, la pollution, le truc de l'eau, le cycle de l'eau dans un autre. Mais ça ne fait pas sens globalement. Il faut donner le sens actuel de la catastrophe en cours aux élèves pour qu'ils comprennent. Et voilà. Et après, tout va découler beaucoup plus facilement. Merci beaucoup. Alors, il ne s'agit pas en fait de dire que ce qui est présenté, ça ne se situe pas dans l'éducation à l'anthropocène, premier point. Enfin, les questions socialement vives, elles sont bien en lien avec ce cadre-là. Sur les questions, par contre, alors il y a deux choses. Sur l'idée d'avoir une approche globale, par exemple, éducation aux limites planétaires. Ce n'est pas parce que des fois, on va commencer par une problématique locale qu'on ne va pas toucher finalement par ricochet des choses qui sont en lien avec des problématiques globales. Par exemple, on peut très bien étudier des mouvements de population d'insectes et puis aller questionner en fait, l'impact du changement climatique sur... Donc ça, en fait, c'est des choix d'entrée, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire cette éducation-là. Donc moi, je voulais juste préciser ça, parce que des fois, avec des jeunes enfants, c'est des fois plus facile, en fait, de rentrer par un problème local, mais en prenant en compte ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire que... Enfin là, je vous présente justement un exemple pour montrer les difficultés. C'est-à-dire que les enseignants, ils sont aussi en prise avec ces difficultés-là, parce qu'eux-mêmes ne sont pas forcément formés à ça. Donc, c'est pour vous montrer les difficultés. L'autre chose, sur leur montrer qu'on est dans la merde, il y a quand même, peut-être aussi, il faut faire attention peut-être à quelque chose qui serait contre-productif, qui serait en fait de les faire culpabiliser. Le couple culpabilité-responsabilité, c'est documenté en sciences de l'éducation, et j'ai travaillé en ISP aussi, j'ai travaillé sur par exemple des fresques du climat, ou des choses. C'est quand même documenté, et ça peut être générateur d'anxiété. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire? Non. Mais enfin, il y a peut-être une façon de le faire. Voilà, c'est tout. Voilà. J'ai juste un questionnement là, en tant que scientifique et relié à la question du déni, sur le fait que c'est des savoirs très abstraits dont tu vas parler quand tu veux parler d'anthropocène, etc. Donc des savoirs qui sont assez facilement ouverts au doute. C'est assez facile de discuter. Et je me demande dans quelle mesure des savoirs plus concrets, mais qui pourraient être équivalents, de savoir dans quelle situation déplorable on est. Par exemple, l'absence de liberté des enfants qui sont tout le temps enfermés dans un endroit ou un autre, qui ne peuvent pas partir à l'aventure, etc. Est-ce que ce n'est pas des manières plus efficaces que de partir sur les savoirs abstraits? C'est peut-être ma réticence sur les savoirs abstraits, mais c'est une de mes problématiques, c'est que c'est facile de les contester. Le sémécole arrive à sa fin, mais je pense que si je ne donne pas les 2 derniers micros sur la diagonale infernale, je suis mal pour le reste de la soirée. Ça, c'est un bout de la diagonale. J'aurais une question sur... quand on connaît aussi l'impact qu'a la recherche scientifique sur le changement climatique, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à arrêter de toujours vouloir chercher plus vite et plus, mais plutôt essayer de chercher de façon plus efficiente
même si du coup la question peut sembler un peu utilitariste, mais pas de manière forcément, pas que pour trouver des solutions, mais aussi par exemple pour mieux sensibiliser, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à essayer de freiner la recherche et plus l'orienter de manière efficiente? Merci. Répondre très très vite. Je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'on se pose cette question-là, étant donné l'empreinte écologique de la recherche. Étant donné, c'est dur de répondre à cette question rapidement. Étant donné ce dont on a besoin pour communiquer, non, je vais pas y arriver rapidement. Je suis désolé. Tu veux essayer très rapidement? Je ne répondrai pas vraiment directement, uniquement à la question. Je pense qu'il ne faut pas envisager la recherche scientifique en dehors du monde dans sa globalité, qui est sujet à une accélération dans toutes les directions. Donc j'ai du mal à imaginer que la recherche scientifique pourrait facilement ralentir alors que tout le reste s'accélère autour d'elle. Mais ça serait effectivement une très bonne chose. Mais ça me semble pour l'instant plus un vœu pieux, étant donné le contexte sociologique et anthropologique qui entoure la recherche scientifique. Stéphane, il est fatigué. Mais c'est compréhensible, il est jeune encore. Allez, la dernière, puisque Laure s'est désistée. Donc c'était l'autre bout de ma diagonale. Et donc je vais sur un point. Donc moi, je me demandais le rôle des parents dans l'enseignement. Parce qu'on essaye d'installer des valeurs qui sont même très différentes des valeurs des parents. Et donc je me demande aussi, dans votre expérience, quelle est la dynamique dans la classe et quel est le rôle des parents dedans. Alors ça s'appelle aussi une question vive. Hein. C'est-à-dire que là on parle de biodiversité, mais c'est sur d'autres thématiques telles que par exemple la laïcité ou la lutte contre les discriminations, on peut potentiellement se retrouver en conflit de valeurs, ou pas d'ailleurs. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer ces questions-là? Il y a une solution pragmatique de l'enseignant, c'est de se dire, voilà, c'est dans les programmes. Il y a une priorité nationale qui a été accordée sur ces objets-là pour telle ou telle raison. Par exemple, la lutte contre les discriminations, c'est inscrit dans la loi. Moi, il m'est arrivé en tant qu'enseignante d'avoir des parents qui refusaient que leur enfant apprenne un poème de Léopold Sédar Senghor parce qu'ils n'étaient pas d'accord en fait avec des prises de position antiracistes. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Il y a ça, et puis il y a le fond quand même. Il y a le fond de pourquoi finalement certaines valeurs... Alors on peut avoir un point de vue critique sur les valeurs qui sont introduites dans les programmes, parce qu'on a l'impression qu'elles vont d'abord servir l'État plutôt que de servir la société. Mais on peut très bien aussi se dire, des valeurs de fraternité, par exemple, des valeurs de liberté, c'est ce qui permet à la société démocratique de fonctionner, et c'est le pari qu'on fait. C'est-à-dire qu'étant différents, on peut vivre ensemble dans une potentielle harmonie, pour peu qu'on partage certaines valeurs. Donc il y a cette solution-là sur les questions d'écologie. Et évidemment, ce qui est intéressant en général, c'est que en fonction des familles desquelles les élèves viennent, ça va aussi donner du grain à moudre. Par exemple, on va avoir des enfants s'ils viennent d'un milieu rural. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de remembrement et de préservation des haies bocagères, ce genre de choses. Ils vont avoir des points de vue qui vont amener dans la classe, et puis on va avoir des enfants qui viennent d'autres univers qui vont amener d'autres points de vue. Et c'est aussi ce qui fait la richesse, finalement, des débats, puisque dès le départ, on va avoir des avis controversés qu'on va pouvoir mettre au travail. Après, il ne s'agit pas de leur dire quoi penser, mais plutôt de leur apprendre à penser, de chercher à construire des capacités de discernement qui potentiellement, dans le temps long, mais effectivement c'est une limite, étant donné l'urgence, c'est discuté tout ça, mais potentiellement leur permettra de s'approprier de nouvelles questions et de s'en emparer. On va devoir conclure.
parce qu'il faut rendre la salle. Donc avant de vous laisser partir, on a 2 petites annonces qui sont complémentaires, on va dire. Donc la prochaine séance du séminaire Regard croisé sur le vivant, il a lieu donc à Montpellier. Et il porte sur faire commun avec l'agrobiodiversité. Donc juste pour info, les doctorantes, le séminaire a été inscrit aux écoles doctorales de la commu. Donc les doctorantes pourront aussi participer à ces séminaires. Ça peut faire partie de la formation. Donc c'est le 10 février à 17h30. On pourra vous communiquer un lien de connexion. Et l'autre info donc. L'autre info, mais avant, parce que je vois que la salle commence à se vider, on va quand même remercier nos 3 intervenants.